C'est parfait. Je lance l'enregistrement. Voilà, alors on est prêt. Merci encore une fois à tous d'être présents avec Vanessa et moi encore une fois pour notre nouveau rendez-vous. Aujourd'hui, on va vous présenter le guide ultime de l'immobilier en Alberta. Je sais que vous étiez très nombreux à attendre impatiemment cette conférence. Donc, même chose que la dernière fois, pour ceux qui souhaitent poser des questions, n'hésitez pas à les poser dans le chat au fur et à mesure que vous y pensez ou dans le Facebook Live si vous êtes sur Facebook. On va les prendre à la fin. Vanessa et moi, on va s'intervertir, s'intercaler l'une l'autre pour la présentation aujourd'hui. Ça va être assez dynamique, ça va être assez sympa. On est ensemble pour environ 1 heure. Donc, n'hésitez pas encore une fois à poser vos questions dans le chat si vous en avez. Sans plus attendre, on va commencer avec notre agenda. Donc, d'abord, on va se présenter. On va rentrer ensuite plus dans le vif du sujet en ce qui concerne tout ce qui est le processus d'achat, le processus de financement, certaines spécificités provinciales sur lesquelles on va revenir et qui sont importantes à garder en tête. On va faire un petit aparté également sur tout ce qui est financier avec les taux et les tendances. Et on terminera avec la question que tout le monde se pose, est-ce qu'il vaut mieux louer ou est-ce qu'il vaut mieux acheter? Alors, tout d'abord, je vais laisser la parole à Vanessa qui va se présenter. Pour ceux qui étaient là la semaine passée ou il y a 2 semaines passées, ben, c'est un peu redondant, mais bon. Mon nom, c'est Vanessa Landry. Je suis courtière immobilière avec Inisha Real Estate en Alberta depuis 2017. Je me spécialise maintenant dans la relocalisation. Donc, les gens qui déménagent de d'autres provinces, qui veulent s'en venir en Alberta. Je travaille aussi avec les propriétés rurales, que ce soit des petites fermettes qu'on va parler un peu plus tard, des terrains agricoles. J'ai aussi ma licence pour la gestion de loyer, mais c'est pas quelque chose que je fais à temps plein. Donc, ça peut toujours être discuté. Mon contact est ici, mon numéro de téléphone, mon courriel, puis aussi j'ai une page web que vous pouvez visiter. À propos de moi, pour continuer, on n'avait pas vraiment touché sur ce sujet-là, mais moi, pour les gens qui ne savent pas, je viens de la Gaspésie, originalement de Carleton-sur-Mer. J'ai déménagé ici avec ma famille quand j'avais 13 ans, j'étais toute jeune, adolescente. Je suis partie de vraiment un endroit rural, tu sais, entre mer et montagne, comme ils disent, pour venir en Alberta parce que mes parents avaient des opportunités de travail, plus mon père. Puis aussi, ils se disaient, ah, les enfants vont apprendre à parler anglais, ça va être une belle opportunité. Donc, ils ont fait le gros déménagement. Je me souviens que c'était quand même assez intense, difficile, surtout à l'âge que j'avais. J'étais la plus vieille. Il y a des photos ici, vous voyez toute ma famille, mon frère et ma soeur sont venus ici. On a tous rencontré nos partenaires de vie ici, puis ils viennent tous du Québec et du Nouveau-Brunswick. Puis on a tous eu des enfants. Fait que là, on est tous ensemble. C'est vraiment le fun. On fait des voyages. La première photo ici, qu'on est en blanc, c'était en Gaspésie l'été passé. Donc, j'ai un petit garçon de 2 ans et demi maintenant, puis une petite fille de 8 ans. Euh, puis aussi, côté travail, j'ai fait un programme bilingue en marketing puis à business, fait que c'est un peu ça mon background. C'est ce que je suis une personne très créative. J'ai aussi travaillé dans le domaine du tourisme. J'ai voyagé partout dans le monde, ce qui m'a beaucoup aidé dans mes connaissances de négociation. Pour la vente, parce que j'ai travaillé en Asie, j'ai voyagé en Asie pendant quand même longtemps, puis là-bas, j'ai vraiment appris à négocier. Ils sont vraiment hardcore là-bas. Donc, je suis agente immobilière depuis 2017, puis je connais beaucoup l'Alberta, puis j'ai hâte d'aider plusieurs gens, puis continuer à aider d'autres gens à déménager dans cette belle province. Je voulais parler aussi souvent dans mes conversations avec les gens qui viennent de l'Est, que ce soit du Québec, de l'Ontario ou du Nouveau-Brunswick. Juste dans l'Est en général, il y a des terminologies qui sont différentes que je voulais un peu comme clarifier. Au Québec, on dit un courtier immobilier pour un agent immobilier ici. Donc, ici, ça va être un realtor, un real estate agent ou un licensed associate.
Au Québec, on va dire une agence immobilière, mais ici, c'est un brokerage. Donc, un brokerage, ce serait comme Remax, Royal Lepage. C'est vraiment comme la compagnie qui représente l'agent. L'agent est comme un contracteur, donc on n'appelle pas ça un courtier ici, on dit vraiment un agent. Donc, puis le directeur de l'agence, le directeur du brokerage, c'est un broker. Donc, juste pour comme clarifier certains termes, parce que je viens un peu mêler souvent que le monde me dise que je suis une courtière immobilière, mais je suis une agente pour un courtier immobilier qui est un brokerage ici. Je sais pas si ça fait du sens. Mais bon. Ça fait beaucoup de sens et c'est vrai que c'est un peu mêlant, même Oui. pour les gens qui viennent du Québec, d'utiliser des terminologies qui sont différentes. Puis je pense que c'est utile comme mise au point. Mhm. Donc, le rôle d'un courtier immobilier et son agent, c'est de faire une recherche personnalisée, de vraiment identifier les propriétés qui sont à vos critères, que ça soit côté budget, que ça soit côté style de maison, endroit. Donc, moi, je suis contracteur avec Initial Real Estate. Donc, ce que je fais, c'est je prépare votre recherche personnalisée à travers mon site web. Ensuite, lorsqu'on trouve une maison, c'est moi qui fais toute la négociation. C'est comme si j'étais assignée par Inisha pour compléter la transaction immobilière. Donc, c'est moi qui fais toute la négociation. Comme je vous ai dit, je suis devenue très bonne. C'est moi qui s'occupe de tous les papiers, de vraiment vous guider dans l'aspect de la transaction. J'ai aussi différents outils que j'utilise pour vous guider dans cette transaction-là. Donc, c'est vraiment le point repère pour l'achat immobilier en Alberta. Puis ça, c'est un peu les étapes, comme vous le voyez sur la présentation. Hey, Audrey! À mon tour. Alors, ben, merci Vanessa pour cette présentation super éclairante comme d'habitude. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, moi, je m'appelle Audrey Chemin. Donc, je suis courtière hypothécaire depuis 2018. Je me suis spécialisée dans les personnes qui changent de pays ou qui changent de province. Donc, il y a vraiment des grandes similitudes dans les deux aspects, puisque finalement, on repart de zéro. Donc, il y a beaucoup d'éléments qui vont être très similaires dans les deux situations. Et donc aujourd'hui, mon équipe et moi, on s'est vraiment spécialisé là-dedans, puis on adore ça. Vous avez aussi nos coordonnées ici si jamais vous voulez en savoir un petit peu plus. À propos de moi, donc au départ, je suis française, maintenant franco-canadienne. J'ai immigré au Canada en 2016 et j'ai deux filles. On voit à gauche ma plus jeune qui a 10 ans et au milieu ma plus grande qui a 14 ans. Puis voilà, j'adore mon pays d'accueil qui est aujourd'hui le Canada. C'est vraiment un pays, je trouve, très complet et qui a rempli toutes ses promesses pour nous, en tout cas dans le cadre de notre expatriation. Alors, comme je le disais tout à l'heure, chez Préimo Canada, en fait, on est une équipe. On est trois personnes, donc moi-même, Jérôme, qui est avec nous aujourd'hui, même s'il est caché, Laetitia. Donc, Laetitia, c'est mon bras droit et celle qui est en arrière de toutes les transactions. Et Jérôme, également mon bras droit, à la fois pour le courtage hypothécaire, mais aussi pour tout ce qui est conseil en sécurité financière. Donc, on est une équipe quand même assez complète et on peut vous accompagner au travers de tout l'aspect financier de la transaction. Et c'est grâce à des partenaires comme Vanessa qu'on a la possibilité en plus de pouvoir être vraiment une équipe de professionnels au pluriel pour vous accompagner sur tous les différents aspects. Faut aussi dire que la plupart, tu sais, on est bilingue. Donc, ça aussi, c'est un gros avantage d'avoir les deux langues si vous êtes pour déménager dans une province anglophone. Exact, exact. Tu fais bien de le préciser. Mhm. Euh, Rapidement, pour ceux qui ne connaissent pas le rôle du courtier hypothécaire, on est réglementé au Québec par l'Autorité des marchés financiers et en Alberta par l'AMBA. Donc, c'est vraiment important parce que ça veut dire qu'on a une formation continue très serrée
et des obligations réglementaires et juridiques très serrées également. Donc notre but à nous, c'est vraiment d'être un partenaire pour toutes les personnes on accompagne. En restant neutre évidemment dans nos recommandations et en ayant accès à une trentaine de partenaires financiers en arrière de nous, ça nous permet justement de garder cette neutralité et d'être capable de vous accompagner tout au long de la vie de vos différentes transactions et donc de vos différentes provinces également. On est présent partout au Canada, donc en effet, comme tu le mentionnais, Vanessa, le fait qu'on soit bilingue, ça nous Mhm. permet d'accéder comment dire, aux partenaires locaux qui, eux, ne parlent qu'anglais, et en Mhm. même temps pouvoir avoir les discussions avec les clients qui sont francophones en français, et donc de faire le lien et la traduction entre les deux mondes. Alors c'est à la fois une question de traduction, mais c'est aussi une question, comme tu le disais tout à l'heure, bah, d'être capable de dire ce mot-là. Mhm. Au Québec, en fait, en Alberta, c'est ce mot-là qui est utilisé, ou alors c'est carrément quelque chose qui n'existe pas. Et vous allez voir tout au long de la conversation qu'on va vraiment aborder beaucoup ça sur les éléments qui existent, est-ce qu'ils existent et comment est-ce qu'ils s'appellent. Et Mhm. s'ils n'existent pas, bah, tout simplement mentionner qu'ils n'existent pas, parce qu'on a tous des repères québécois. Et donc, bah, ces repères-là, souvent, il faut les déconstruire. On a créé avec Vanessa un groupe sur Facebook qui s'appelle Francophones immigrés en Alberta, question d'immobilier. Donc, si jamais vous avez des personnes que vous connaissez qui pourraient être intéressées ou si vous-même, vous n'êtes pas encore inscrit, n'hésitez pas à rechercher ce groupe. Vous allez voir qu'on y publie régulièrement différents éléments et donc notamment les lives comme celui dans ce moment s'y retrouvent. Donc, il y a beaucoup d'informations, beaucoup d'échanges. Donc, n'hésitez pas à vous y rendre pour pouvoir rester connecté aux différentes nouvelles. Alors, on va rentrer dans le vif du sujet. Tout d'abord, Vanessa et moi, on trouvait que c'était hyper important de faire un point sur la communication. Puis, vous le Mhm. voyez aujourd'hui, Vanessa et moi, on est ensemble et on fait plusieurs conférences main dans la main. Et c'est aussi comme ça qu'on travaille. On travaille ensemble main dans la main. On Mhm. communique beaucoup, on Je se pense vraiment travaille que c'est souvent. important au niveau, tu sais, souvent je vais avoir des clients qui vont avoir leur propre financement commencer, mais c'est toujours préférable d'avoir deux personnes qui peuvent travailler ensemble, qui peuvent communiquer. On parle pas de partager des choses privées, comme on est vraiment conscient qu'il y a certaines choses qui peuvent pas être partagées, mais de juste vraiment être capable de se guider une et l'autre dans le processus pour que justement ça se passe vraiment bien, que ça soit vraiment smooth, qu'il n'y ait pas trop d'obstacles. Parce que souvent, quand moi, j'ai pas accès à la personne qui s'occupe de l'hypothèque. Ça rend les choses vraiment difficiles pour moi. Il peut y avoir même des situations vraiment épeurantes par rapport à comme soulever des conditions qui ne devraient pas être soulevées, soulever le financement quand il ne devrait pas être soulevé. Donc, faire la communication directe avec la personne qui s'occupe de l'argent, c'est très important. Et de la même façon, pour moi aussi, c'est hyper important d'avoir accès justement au courtier immobilier, alors en termes québécois, Oui. euh, qui permet justement d'avoir accès toutes les choses en fait finalement qui sont pas forcément toujours partagées de prime abord, comme tu disais, dans le respect de la confidentialité, Mhm. mais qui nous permettent justement d'être plus efficaces dans la gestion de la transaction et de façon à ce que tout se passe pour le mieux. Donc c'est Mhm. vrai qu'il va y Puis aussi, avoir il y a d'un beaucoup. côté, tu sais, ça évite de perdre du temps sur certaines choses, comme parce que moi, aussitôt que j'ai un budget que Audrey me communique, je peux commencer ma recherche approfondie, puis ça peut aller vraiment vite. Tandis que si ces étapes-là sont pas, comment je dirais, sont, sont pas gérées, tu sais, on peut s'en aller un peu partout là, avec avec la recherche, avec la transaction. Donc, c'est vraiment de garder les choses. euh, Streamline. Moi, je parle mes mots en français, hein, la gang. Pas grave. Mais comme de garder toutes les choses vraiment streamline comme ça, le processus va bien, il n'y a pas de stress, c'est plus facile pour tout le monde. Ouais, je suis d'accord. Good. Alors justement.
processus d'achat. Donc, dans cette slide-là, on a mis les étapes clés. Mhm, On va le couvrir rapidement, mais vous allez voir qu'on va rentrer dans le détail de chacune des étapes après. mhm, Donc, gardez ça en tête pour la suite. Donc, mhm. évidemment, le processus commence toujours par la préqualification. Oui. On va en reparler un petit peu plus tard, mais c'est vraiment, vraiment hyper important pour que Vanessa puisse lancer la Mhm. recherche. Je pense que souvent les gens, au début, tu sais, ça va faire quand même presque 10 ans que je suis agente maintenant. Au début, je pense que c'est bon d'avoir des conversations, même si je suis la première personne qui est contactée. C'est à ce moment-là que je dirais, OK, la première étape, c'est de vous faire préapprouver pour qu'on ait un budget réaliste et non qu'on commence à regarder des maisons qui sont peut-être pas assez chères ou trop chères. Puis là, ça devient comme une situation un peu émotionnelle, qu'on se donne des faux espoirs sur certaines Mm, propriétés qu'on ne peut pas avoir. Donc, autant pour vous que pour moi, la préapprobation est vraiment, vraiment importante. Lorsqu'on a ce chiffre-là et que c'est conclu avec Audrey, qu'elle, elle a fait son travail de son côté, on peut commencer la recherche. Ce qui est vraiment excitant, c'est une partie vraiment le fun, que moi, je crée un portail avec vos critères, qu'on commence vraiment à voir qu'est-ce que vous aimez, qu'est-ce que vous aimez pas, un garage attaché, détaché, rural, résidentiel, quoi que ce soit. Donc, une fois que la recherche est commencée, on va peut-être aller faire quelques visites. Puis, lorsqu'on choisit une maison, il va avoir un... Dans le fond, lorsqu'on fait on trouve une maison, on fait un offre. Cette offre-là est envoyée à Audrey lorsqu'elle est acceptée et elle doit confirmer le financement à 100%. Elle a besoin de ce contrat-là signé pour confirmer le financement. exact. Et Donc, qu'ensuite de ça, on obtient l'approbation pour le financement. Ça va mhm, faire enfin, on va lancer la demande de financement, obtenir le financement, on va lever la condition de financement grâce à l'approbation finale, comme très similaire au processus du Québec. Et en parallèle, on va avoir d'autres comment dire, d'autres étapes qui vont être similaires ou pas similaires avec ce qu'on peut avoir au Québec. Donc, comme vous voyez ici, l'inspection, l'avocat, etc. Et mhm. là, va aller plus dans le détail de chacune des étapes, justement pour que Vanessa puisse vous détailler Mais plus si tu peux dire, spécifiquement les étapes. Audrey, aux gens, tu sais, quand tu as une préapprobation, puis, tu sais, je t'envoie l'offre confirmée, combien de temps ça prend à peu près d'avoir un financement, tu sais, en réalité, financement à 100%? Ouais. L'approbation finale, généralement, c'est 2 semaines. Donc, c'est OK? relativement similaire entre le Québec et l'Alberta pour ça. Entre 10 jours et 2 semaines, des fois, ça peut aller plus vite, des fois, ça peut aller moins vite. Ça dépend de la période de l'année. Ça dépend de OK. l'achalandage des prêteurs. Donc, comme par exemple en ce moment, ben, il y a des prêteurs qui mettent plus longtemps que 2 semaines. Mhm. Puis, il y en a d'autres où ça va super bien. Puis, en une semaine, 10 jours, c'est plié. Même des fois, il y a des périodes de l'année où c'est comme 48 heures, puis ça va bien là. Hmm. Mais Bon, vous voyez l'importance d'avoir une préapprobation parce que le gros du travail de Audrey est dans la préapprobation parce qu'elle doit avoir tous les documents. Donc, une fois qu'on a la préapprobation, le financement, c'est 2 semaines, qui est quand même, tu sais, c'est quand même assez long. Puis c'est normalement la période conditionnelle sur une offre. Donc, c'est là qu'on ouais, va confirmer le financement, on va faire une inspection. Lorsque ces choses-là sont faites, entre-temps, on va trouver un avocat qui est un notaire au Québec. Donc, on va trouver un avocat. Ensuite, tu sais, tout se fait signer au niveau de, avec l'avocat. Ensuite, c'est l'aménagement. Ça, c'est un timeline un peu rapide de comment ça se produit, mais ouais, on va y aller plus en détail aussi. exact. Ah oui, on avait dit qu'on parlerait justement du choix de la ville. Mhm. Donc, on avait la semaine passée, ou il y a 2 semaines passées, je Il y a deux pense. semaines. Deux semaines, je dis la semaine passée, mais le temps passe tellement vite. On avait commencé nos présentations, notre série avec Où habiter en Alberta. Fait que je pense que si vous n'avez pas visualisé celle-là, je recommande d'aller faire un petit tour sur la page Facebook, d'aller voir cette vidéo-là parce qu'on parle plus précisément des villes, des différents endroits en Alberta. L'Alberta, c'est une province qui offre pas mal de tout. Il y a des grandes villes, il y a des régions plus avec des montagnes, il y a aussi des plus petites villes, des grosses villes, des petits villages même. Puis aussi, il y a vraiment des places plus comme les prairies. Fait qu'il y a de tout.
en Alberta. Je pense que c'est vraiment important aussi dans votre cheminement de trouver qu'est-ce que, quelle sorte de vibe, où je veux habiter en Alberta. Donc, il y a des étapes clés quand on change de province. Ça prend beaucoup de planification. Il y a peut-être des choses qui se répètent ici, mais la planification initiale, c'est vraiment, vraiment important de commencer à penser à, OK, quand est-ce qu'on aimerait déménager? Est-ce qu'on veut déménager l'été? Est-ce qu'on veut que ça soit au printemps? Puis, je me dis toujours que c'est bon, de commencer d'avance. J'ai beaucoup de clients que ça va faire 2, 3 années que je travaille avec eux. On a commencé à avoir une discussion il y a peut-être 2 ans passés. OK, on aimerait ça venir en Alberta. Euh, on parlait des villes, du style de vie, de tout ce qui est vraiment inclus dans un déménagement. Ensuite, je pense que c'est important de faire une recherche à distance, de commencer à voir quelles sortes de propriétés, c'est quoi les prix, euh, comment, comment les maisons sont construites en Alberta, qui est vraiment différent de beaucoup de provinces plus dans l'Est, comme au Québec, tu as des maisons centenaires, tu as vraiment des musées de maisons, tant qu'à moi. Tandis qu'en Alberta, c'est une province un peu plus jeune. Tu sais, les maisons sont pas autant vieilles. Donc, je pense que c'est bon d'aller sur Google, de regarder les quartiers. Aussi, moi, je crée ce qu'on appelle un portail pour acheteurs. Que si on cible une certaine région, je peux vous envoyer, commencer à vous envoyer des maisons juste pour vous donner une idée. Euh, on peut aussi faire, je donne toujours l'option aux gens de faire des visites euh, virtuelles. J'en ai fait beaucoup. J'ai vendu beaucoup de maisons virtuellement. C'est possible, mais je pense que c'est important d'avoir une personne qui peut vraiment être vos yeux ici, et avec qui à qui vous faites confiance. Moi, ça a quand même très bien été. Est-ce que c'est parfait? Non. Parce que moi, étant quelqu'un de visuel, souvent, je dis aux gens, ben, peut-être, tout dépendant de la personnalité des gens. Il y en a qui n'ont pas besoin de venir. Mais si j'établis que la personne aurait peut-être besoin de venir pour visualiser, pour vraiment voir en personne, je le recommande toujours, mais on peut faire les deux. On fait des visites virtuelles au début, puis on décide que vous venez, visiter, puis voir des maisons. Donc, il y a aussi les préparations administratives qu'on avait ajoutées. Il y en a quand même plusieurs, mais certaines choses comme regarder pour le transfert de votre auto, votre permis de conduire, l'assurance maladie, c'est vraiment différent ici en Alberta, c'est Alberta Healthcare. Donc, toutes des petites choses comme ça qu'on peut vous guider. Je ne sais pas si tu voulais en rajouter là-dessus, Audrey, mais. Mais pas à ce stade-là. Je pense OK, quand on va y venir un peu plus tard, moi, je vais avoir d'autres éléments à rajouter. Mais là, parfait. je trouve que c'est pas mal On complet. revient à la terminologie immobilière parce que ça, guys, ça m'arrive tout le temps. Puis, comme je veux vraiment établir les différences. Comme une fermette au Québec, c'est, de ce que j'ai compris, une petite propriété rurale avec un terrain agricole limité. C'est bon pour une agriculture, tu sais, minime, comme familiale, puis avoir comme, tu sais, une petite chèvre, puis un petit cochon, puis tes propres petits animaux. C'est pas au niveau, tu sais, on fait un gros profit avec notre ferme. Puis ça, c'est quelque chose que peut-être Audrey pourrait dire, mais les fermettes au Québec, j'ai l'impression que c'est quand même abordable, c'est pas trop cher, puis même quand tu t'éloignes des grands centres, ça peut être même moins cher. Moins cher, exact. Mm. Tandis qu'en Alberta, on appelle ça un acreage. Euh, un acreage de 1 acre, disons 1 acre en dehors d'Edmonton, tu vas être dans les millions. Parce que c'est des estates. Fait que c'est des gros terrains, souvent avec des grosses maisons. Euh, c'est ce qu'on voit souvent autour d'Edmonton. Si on s'en va un peu plus loin, tu sais, on se dit, mettons, 1 heure à 2 heures d'Edmonton ou de Calgary, que ça soit dans n'importe quelle direction, on peut trouver des acreage ou des fermettes qui vont être plus abordables. Mais en général, un morceau de terrain en Alberta qui est un acreage, 1 acre, 2 acres, c'est pour ça que ça s'appelle un acreage, va être vraiment beaucoup plus dispendieux parce qu'on paye pour vraiment le terrain et non la maison. Fait que, essentiellement, tu payes beaucoup d'argent pour Mm. avoir beaucoup de place, mais la maison va souvent être peut-être plus vieille. Ouais. Donc Puis ça, c'est la différence entre les deux. je rajouterais qu'en plus, comme le terrain est plus grand, il faut faire attention parce que niveau financement,
Mhm. Dès qu'on est sur des grands terrains, en fait, ça limite les possibilités de financement. Parce qu'en Mhm. effet, on n'est pas sur la même typologie de propriété. Donc, ça doit aussi rentrer dans votre réflexion. Mhm. Il y a aussi les duplex et les maisons jumelées. Au Québec, un duplex, c'est deux unités superposées, de ce que je comprends bien. Puis en Alberta, c'est deux unités côte à côte. Puis il y a différentes sortes de duplex. Il y a des duplex avec des garages attachés en avant. En Alberta, il y a des duplex avec des garages détachés en avant. Donc, tu sais, c'est un peu différent aussi. Euh, L'évaluation municipale et le assessment, c'est pas mal similaire entre l'Alberta et le Québec. Dans le fond, une évaluation municipale, ça aide à établir les taxes, le montant des taxes pour chaque propriété, mais ça ne reflète aucunement le prix de vente actuel dans le marché. Donc ça, c'est vraiment important. Ça peut être une bonne base parce que si l'évaluation de votre maison, de la ville, de la municipalité a augmenté cette année, ben, on peut prédire que le marché a aussi monté, donc la valeur de la maison sur le marché de vente va avoir augmenté. Mais c'est aucunement le même numéro. Donc, il ne faut vraiment pas se fier là-dessus pour la valeur de vente. Ce que je voulais parler aussi, qu'on n'a peut-être pas mis là-dessus, Audrey, c'était les 4,5, 3,5, Oui, 2,5. Les exact. appartements au Québec, les gens me disent tout le temps, il y a des 4,5, c'est un 4,5, c'est un 2,5, c'est un 3,5. On n'utilise pas ces termes-là en Alberta, c'est vraiment comme un appartement, deux chambres, deux salles de bain. Donc, les quatre. Fait que si. Pour moi, j'ai appris que c'est quoi un 4,5, mais c'est quand même un peu mêlant. Donc, c'est plus simple en Alberta de parler de two bedroom, two bathroom, salon, cuisine. Donc, juste pour faire un petit à côté de ça. Exact. Il y a aussi les walkout basements. Ça, c'est un sous-sol avec une sortie extérieure. Donc, souvent, la maison doit être construite sur une côte. Donc, le devant de la maison est plus haut. Puis, il y a une côte, donc on peut sortir au niveau du sous-sol. Souvent, derrière ces maisons-là, il y a des beaux champs, il y a des lacs. Donc, c'est vraiment des belles propriétés. On a aussi ce qu'on appelle des lane homes. Ça, c'est des maisons qui ont des garages détachés. Tu sais, ça, c'est beaucoup de termes, guys. Puis c'est pour ça que moi, tu sais, je serais là pour vous guider dans ces situations-là, mais je pense que c'est important d'en parler parce que dans votre recherche personnelle, vous allez sûrement voir ces termes-là. Parfait. OK. Alors, ça, c'est pour moi. Donc, c'est une slide sur laquelle je voulais passer un petit peu de temps parce que c'est une question qui revient extrêmement souvent à la fois auprès de Vanessa et évidemment auprès de moi aussi. C'est une question que toutes les personnes qui changent de province se posent. La plupart du temps, on se dit, par exemple, on habite au Québec, puis on veut donc déménager en Alberta. On se dit, je voudrais acheter tout de suite en Alberta ou même acheter avant d'arriver en Alberta. Donc, je prévois de faire un premier voyage en Alberta, une semaine, 2 semaines. Je book des visites avec Vanessa et pendant ces visites-là, je vais pouvoir faire une offre d'achat. Qu'on soit propriétaire déjà au Québec ou pas, là, peu importe. Mais dans le subconscient collectif, on va dire, c'est comme ça que beaucoup de gens réfléchissent. Et effectivement, on a tous envie d'arriver dans notre province d'accueil avec déjà notre maison. Ça facilite énormément l'intégration, ça facilite le choix des écoles, ça facilite plein de choses. Mais par contre, au niveau de la recherche de financement, c'est beaucoup plus compliqué parce que, en effet, pour avoir du financement, peu importe la province dans laquelle je me trouve, mais je dois avoir des revenus éligibles. Un revenu éligible, c'est quoi? C'est un revenu qui va être pérenne une fois que je vais être installée dans ma nouvelle propriété. Donc, si mon revenu actuel n'est pas 100% faisable en télétravail ou donc en remote, et que mon employeur n'est pas capable de me fournir une lettre qui atteste que je vais être en possibilité de faire du 100% télétravail, je vais être donc obligée d'aller chercher un nouvel emploi. C'est valide aussi pour une personne qui est travailleur autonome, qui a son compte, qui a par exemple un garage automobile. Ben, la personne va être obligée de se recréer une nouvelle clientèle sur place. Donc, on ne va pas être en mesure de pouvoir transférer les compétences à distance.
Par contre, quelqu'un qui a son compte et qui fait du conseil en entreprise et que toutes ces recommandations se font en virtuel, alors dans ces cas-là, il n'y a pas de problème. Idem pour les personnes qui sont salariées et qui vont être en capacité d'avoir cette fameuse lettre de l'employeur. Là, c'est la bonne nouvelle pour ces personnes-là parce que je vais être capable d'utiliser les revenus qui sont actuels dans le cadre de mon futur achat. Et donc, je vais pouvoir, en effet, faire le transfert des revenus vers la nouvelle province d'accueil. Et donc, on va être en capacité d'avoir une préqualification déjà dès le départ et faire donc toutes les recherches à distance dont on parlait avec Vanessa il y a quelques temps. Par contre, si je n'ai pas la possibilité de faire du 100% de télétravail ou si une des deux personnes dans le couple, par exemple, n'est pas concernée, je vais malheureusement devoir me retrouver un nouvel employeur. Et donc, pour ce nouvel employeur, là, j'ai encore deux branches. Si j'obtiens un nouvel emploi qui va être permanent, avec des heures garanties, temps plein, pas de période de probation, ben, entre guillemets, pas de problème, je vais pouvoir utiliser mes revenus dès l'émission du premier talon de paye. Ça veut quand même dire qu'il faut que j'ai commencé dans mon nouvel emploi et que j'ai déjà eu un premier talon de paye pour utiliser ces revenus. Donc, il y a quand même une contrainte de localisation géographique puisqu'il faut que je me sois rendue sur place, donc que j'habite sur place. Donc, généralement, dans ce temps-là, on passe par la location d'une propriété temporaire, type Airbnb par exemple, pour avoir l'émission de ce premier talon de paye. Si par contre je me rends sur place, mais que je n'ai pas réussi à avoir un emploi permanent, temps plein, heure garantie, pas de probation, mais que j'ai un contrat temporaire, c'est par exemple souvent le cas pour les préposés aux bénéficiaires, les personnes dans l'enseignement ou les personnes dans la santé comme les infirmières, etc., qui ont souvent, ou même dans le gouvernement, qui sont souvent à contrat temporaire. Et ils enchaînent les contrats temporaires. Ces personnes-là qui vont avoir un contrat temporaire, je vais être en mesure d'utiliser les revenus passés québécois Hmm. si et seulement si je suis dans le même domaine d'emploi et que, arrivé en Alberta, mon salaire va être équivalent ou supérieur à ce qu'on gagnait au Québec, donc de façon connue. Donc on sait que globalement, ce type d'emploi-là va gagner pareil ou mieux en Alberta qu'au Québec. Par exemple, un des cas hyper classiques, c'est les camionneurs. Donc les Mhm. camionneurs qui viennent du Québec et qui viennent s'installer en Alberta, on sait que souvent ils vont faire beaucoup plus de miles et qui vont être mieux payés en Alberta qu'au Québec. Donc, on va avoir besoin d'une attestation de l'employeur qui va confirmer le Mhm. salaire estimé garant potentiellement qu'ils vont avoir. On va le comparer avec ce que la personne faisait au Québec. Et donc, on va utiliser la pérennité des revenus. Donc, ça, c'est hyper intéressant. Mais encore une fois, il faut quand même que j'ai commencé dans mon nouvel emploi en Alberta. Donc, je dois toujours avoir mon premier talon de paye là-dessus. Mhm. Si c'est un nouvel emploi au complet, malheureusement, et qu'on est temporaire, là, malheureusement, je peux comme rien faire. Je suis obligée d'attendre 2 ans de revenus d'Alberta avant de pouvoir faire ma moyenne, comme quelqu'un qui démarrerait de zéro, en fait, et qui serait nouvellement employé dans un nouveau domaine à contrat temporaire. Mhm. Si j'ai une période de probation, c'est du cas par cas. Des fois, je peux utiliser les revenus d'une personne qui est en probation. Mais si la personne est restée dans le même domaine d'emploi et que c'est donc pas un nouveau domaine qu'il commence. Donc, si c'est quelqu'un qui, par exemple, travaillait dans la boulangerie ou l'épicerie et qui devient coiffeur, ben, je ne vais pas pouvoir faire fi de la période de probation parce que c'est trop nouveau. Mhm. D'accord? Donc, c'est quand même complexe. Donc, en fonction de tout ce que j'ai mentionné aujourd'hui, s'il y a des éléments qui s'appliquent à vous un petit peu, mais pas complètement, c'est vraiment important de me contacter personnellement en message privé pour qu'on puisse faire une étude approfondie de votre cas particulier à vous. Parce que comme vous voyez, il peut y avoir autant de cas particuliers que de personnes. Donc, c'est vraiment très fin tout ce qui est changement de province, et ça s'applique aussi pour les personnes qui changent de région, par exemple, Mhm. si on prend l'Alberta, quelqu'un qui habite à Calgary et puis qui décide de partir à Fort Mac, on est trop loin.
c'est la même chose qui s'applique aussi dans dans ces cas de changement de ville très éloignée. Au niveau des exigences bancaires pour le financement, on en a parlé un petit peu, tout ce qui touche aux revenus. Mais l'autre chose que je veux mentionner aussi, c'est tout ce qui touche la cote de crédit. Euh, Parfois, quand on change de province, une des raisons qui nous pousse à changer de province aussi, c'est l'état des finances. Et c'est la gestion des finances de la province dans laquelle on est. Et on a la sensation qu'en changeant de province, on va redémarrer de zéro et on va avoir un meilleur état financier dans notre gestion de notre budget quotidien. Ce qui peut se passer dans ces cas-là, c'est que on peut avoir accumulé des dettes et en changeant de province, on a l'ambition de vendre nos propriétés, de vendre nos biens, Mhm. rembourser toutes nos dettes et redémarrer de zéro dans la nouvelle province d'accueil. Ça, c'est effectivement quelque chose de relativement courant et qu'on conçoit très bien. Par contre, faites attention à comment votre code de crédit s'est comporté jusque-là. Si on a accumulé beaucoup de retard sur les cartes de crédit, si on a manqué des paiements sur des prêts auto ou même des fois sur notre hypothèque, ça va quand même donner une image au créancier qui peut être entachée et donc ça peut être Mhm. plus compliqué d'avoir un prêt dans la province d'accueil, même si on redémarrera avec zéro dette et on aura payé toutes nos dettes. Évidemment, quand on présente un dossier à un créancier, on présente un dossier avec la personne en arrière, on raconte une histoire. Mhm. Donc, tout ce qui va s'être passé et qui va expliquer en fait ce pourquoi vous en êtes arrivé là et quelles sont les stratégies qu'on met en place pour le nouvel établissement dans la nouvelle province va avoir son importance. Mais parfois, on devra peut-être passer par quelques mois de stabilisation de la cote de crédit dans la nouvelle province pour montrer justement que la stratégie qu'on voulait mettre en place en arrière, elle porte ses fruits et que on a un budget qui est sain justement dans la nouvelle province dans laquelle on s'est établi. La préqualification. On en a parlé un petit peu en début de conférence tout à l'heure avec Vanessa, fait que je ne vais pas y passer trop de temps. La plupart d'entre vous connaissez déjà l'étape de la préqualification. Donc, on redit que c'est une étape quand même hyper importante, c'est clé. Vanessa va systématiquement la demander pour s'assurer en effet que vous visitez les choses que vous pouvez vous permettre de visiter. Et tu l'as super bien dit, ne pas avoir de déception émotionnelle. Il n'y a rien de pire que de visiter quelque chose, avoir un coup de cœur, partir, faire une recherche de financement et se rendre compte qu'on pouvait pas l'acheter. Donc ça, c'est vraiment dur. On veut éviter ça le plus possible. Donc, passer par l'étape de préqualification. Attention aux préqualifications en ligne. Les préqualifications en ligne ne tiennent pas compte de Mhm. votre profil cas par cas, exactement pour toutes les raisons que j'ai mentionnées tout à l'heure. La spécificité de comment on va utiliser et qualifier vos revenus, notamment, ça fait toute la différence. Donc, c'est vraiment important de parler à quelqu'un et que ce quelqu'un-là soit spécialisé dans votre projet. Mhm. Ah, c'est à toi. On va reparler plus spécifiquement des différentes étapes de l'offre d'achat et Mhm. justement la différence avec le Québec. Euh, Peut-être qu'Audrey va pouvoir parler un peu plus du processus au Québec. Ici, ça c'est quelque chose que j'explique, que je réexplique. Oui, il y a des différences. Oui, c'est plate. Non, on ne peut pas le changer. OK? Donc, c'est comme ça que ça fonctionne ici en Alberta. Le processus d'offre d'achat, ça commence avec identifier la propriété. Donc là, on a déjà choisi notre quartier, on a déjà choisi notre maison. On dit, Oh my God, c'est ma maison de rêve, j'y vais à 100%. Donc, moi, je prépare l'offre, puis je contacte l'agent parce qu'il y a un agent qui va représenter le vendeur dans ce cas-là. Donc, moi, je prépare l'offre, tous les papiers, les signatures, et ça se fait via courriel si vous êtes à distance. C'est super facile à utiliser. J'ai n'importe quelle sorte, les baby boomers qui ont plus de difficultés avec la technologie sont capables d'utiliser. Donc, ça marche avec tout le monde. En Alberta, sur une offre d'achat, il y a un dépôt. Ça, c'est pour monter votre sérieux par rapport à l'achat de la maison. C'est d'habitude, on average, 5 000 à 10 000
sur une maison, tu sais, on se dit entre 350 à... Tu sais, ça peut toujours être plus. Mais au minimum, c'est 5 000. Si on achète un petit condo dans les 200 000, on peut peut-être faire un plus petit dépôt de 2 500 à 3 000, mais ça va souvent être renégocié par le vendeur. Oui, le vendeur va renégocier votre dépôt. Le dépôt fait partie je ne sais pas Audrey, le terme pour ça, du down payment, Ouais, la de mise votre, de fonds. de la mise de fonds, exact, sur l'hypothèque. Donc, ce dépôt-là est donné, peut-être, on va se dire, 3 jours après l'acceptation d'une offre. Euh, L'offre est présentée, négociée à ce moment-là. Ensuite, c'est là qu'on donne le dépôt. Une fois acceptée, l'offre est légale. Donc, la seule manière que l'offre peut être cancellée lorsqu'une offre est acceptée, à moins qu'il y ait une condition du vendeur, c'est dans les mains de l'acheteur. Donc, on identifie la propriété, on fait l'offre, on négocie le dépôt, on présente, négocie les conditions de financement, d'inspection, qu'on va parler un peu plus tard. Ensuite, l'offre est acceptée, signée par le vendeur. Ensuite, on se lance dans la réalisation des conditions qui soient que Audrey confirme le financement à 100% ou que on fasse une inspection approfondie. Euh, une négociation ici, c'est entre 24 à 48 heures. Ça va quand même assez vite. Je ne sais pas comment ça se passe au Québec, mais d'habitude, ça va vite. Ça peut aller très lentement aussi, tout dépendant des gens. Il y a des gens qui voyagent, qui ont peut-être, tu sais, qui peuvent peut-être pas répondre aussi vite. Mais les conditions se réalisent souvent aussi en dans 2 semaines. Ouais. Donc, ça, c'est en gros un peu comment ça se passe. Ah oui, déclaration du vendeur. Ah oui, ça c'est quelque chose qui sort souvent. Je pense que l'Alberta est la seule province qui n'offre pas une déclaration du vendeur, que personnellement, moi j'adore. Je pense vraiment que c'est quelque chose qui devrait être poussé ici en Alberta parce que quand on achète une propriété, on veut savoir qu'est-ce que le vendeur a à nous dire par rapport à la propriété. Je veux juste faire un petit side note qu'en Alberta, là, l'achat de maison, c'est très froid. C'est très sec. Il n'y a aucune communication entre le vendeur puis l'acheteur que je pense qui peut arriver souvent au Québec. Ici, il y a... Attends, hein. Au Québec, quand tu es représenté par un agent des deux bords, c'est pareil, c'est des agents qui se parlent entre eux, puis l'acheteur et le vendeur se parlent pas tant, OK. à moins qu'ils soient en direct, là. J'ai juste eu l'impression que souvent les gens qui venaient de l'Est, de l'Ontario, Québec, Nouveau-Brunswick, avaient l'impression qu'ils pouvaient être peut-être plus en contact avec l'autre côté, avec le vendeur. Ben, le demande au vendeur s'ils peuvent faire ça. Mais ici, c'est Hmm, vraiment comme noir sur blanc, sur papier. Euh, les Anglais, en général, sont un petit peu plus conservateurs. hmm, Je ne vais pas rentrer dans les politiques, mais c'est comme ça. hmm, Ici, c'est beaucoup plus froid. C'est moins... le monde sont moins portés à plier, puis à hmm. être émotionnel par rapport à ça. Donc, des fois, OK. c'est une bonne chose, des fois, non. Donc, la déclaration du vendeur au Québec va être un, un détail de tous les défauts qu'il y a eu, l'historique de la propriété, qui protège l'acheteur, qui donne l'information à l'acheteur, que moi, j'adore. Mais en Alberta, il n'y a aucun document comme ça. Je sais qu'à Colombie-Britannique, ils ont quelque chose comme ça. Puis même en Ontario, je pense qu'Audrey me disait qu'il y avait une sorte de Ouais. papier Il y a un similaire. document qui est comme juste un texte qui Donc, vient, c'est une annexe qui vient mhm. raconter. Donc, si vous Euh, me demandez Pas ici, aussi protecteur, mais ouais. Si vous me demandez ici, ah, est-ce que le vendeur peut nous donner une déclaration comme ça n'existe pas? Pas. Fait que pour moi, de demander ça à un vendeur ou à l'agent du vendeur, il n'y aura aucune idée de quoi je parle, Hmm, puis ils voudront sûrement pas me le donner. hmm, Donc, ça, c'est des situations, des choses que j'ai à communiquer avec les gens que ça peut être frustrant, puis je comprends, mais ça, c'est une des choses qui est vraiment différente d'ici au Québec. hmm. Et ce qui est intéressant, c'est ce que tu parles ici là du caveat emptor. Donc, c'est ça qui va venir comme protéger Hum, l'acheteur finalement en Alberta du fait qu'on n'a pas de déclaration du vendeur. mhm. Oui, tu sais, comme l'acheteur va être protégé, comme le contrat est un contrat légal, il y a des recours si jamais les conditions sont peut-être pas remplies ou ce que l'acheteur avait demandé au vendeur n'est pas complété. C'est quand même un contrat légal. Il n'y a juste pas de déclaration séparée vraiment Hmm.
qui informe l'acheteur de tous les petits détails, toutes les petites choses. Euh, donc, ça, c'est différent. Mais vous êtes quand même protégé. Il ne faut pas penser qu'on n'est Ouais, pas protégé. C'est juste, c'est ouais, différent. c'est bon. Ah, puis je devrais mentionner aussi que dans le contrat de vendeur, il y a une section qui dit que le vendeur doit euh, divulguer les vices cachés Ouais, graves c'est ça. qui pourraient Hmm, affecter un acheteur. Donc, oui, il y a certains termes dans le contrat de vente du vendeur qui dit comme il faut absolument que, tu sais, en tant qu'agent, moi, quand je mets une maison à vendre, euh, c'est à moi de poser les questions et de dire au vendeur, il faut que vous me dites toutes les vices cachés, les choses hmm. que je devrais savoir avant de mettre la maison à vendre. Parce que sinon, ça peut revenir à une inspection ou par après. OK. Et est-ce que ça doit être par écrit, la divulgation? Non. OK, ça peut être verbal. Oui, ben, c'est par écrit, c'est un terme ou une clause dans le contrat qui dit que le vendeur doit communiquer tout ce qui est une vis cachée à son agent. Hmm. Donc, est-ce qu'il y a des vendeurs qui le cachent? OK, oui, je comprends. Oui. Donc, c'est pour ça que moi, j'aime la déclaration du vendeur qui est un document à signer, mais il n'y en a pas Hmm. ici. Mais c'est quelque chose OK. que tu vois, j'ai déjà discuté avec notre board, notre real estate. Ouais, OK, je comprends. OK, parfait. Mhm. Bon, le dépôt, oui. On va en parler un peu plus parce que le dépôt, les gens se disent, c'est comme, je sais pas comment ça fonctionne dans d'autres provinces, mais ici, tu sais, tu vas aller t'acheter un auto, tu vois un auto que t'aimes, tu vas mettre un dépôt de 500 $ pour garder l'auto, puis qu'ils ne vendent pas l'auto à personne d'autre. C'est un peu le même concept ici avec une maison, sauf que c'est un plus gros montant. Ce dépôt-là aussi, en tant que vendeur, montre votre sérieux, mais aussi si, par exemple, vous êtes vendeur en Alberta, puis que vous recevez une offre, ce dépôt-là, c'est si le vendeur enlève ses conditions et va de l'avant avec l'achat, mais que finalement n'achète plus, pour une raison quelconque, que ça soit financièrement, que ça soit qu'il décide de plus acheter, le dépôt serait gardé par le vendeur. Donc, le dépôt, c'est vraiment pour garder la propriété. OK? C'est mis dans un compte trust qu'on appelle, c'est un fidéicommis. Con- Un mot que j'avais absolument jamais entendu de ma vie. Euh, donc, ce dépôt-là ne va pas directement, tu sais, en tant qu'acheteur, vous faites ce dépôt-là, ça ne va pas directement au vendeur. C'est vraiment Hmm. gardé avec le courtier hypothécaire du vendeur dans un compte sécurisé, puis c'est en attente de satisfaire les conditions. Donc, ce montant-là est donné à peu près 3 jours ouvrables après qu'un offre est accepté. Il est mis au compte Trust, fidéicommis du courtier du vendeur en attendant qu'on fasse les conditions, donc inspection et financement. Si les conditions sont satisfaites, quand vous dites, OK, j'ai été approuvé, Audrey m'a dit, let's go, on est bon, vous faites votre inspection, on a négocié des petites réparations, vous êtes comme, je me sens bien avec la maison, on y va à 100%, on enlève les conditions, on achète la maison. Ce dépôt-là va être appliqué sur votre hypothèque, sur votre mise de fonds. Donc, c'est votre argent. Le seul temps que ce dépôt-là vous est pas remis, c'est si on se rend au point que les conditions sont satisfaites, que vous allez de l'avant, puis que là, il y a quelque chose qui arrive, que vous ne voulez plus acheter la maison. Ce dépôt-là, ça va au vendeur directement parce que, dans le fond, la maison a été isolée et pas disponible à d'autres gens pour l'acheter pendant un certain temps. Donc, c'est comme, je sais pas comment le dire, mais c'est comme un prix. Un Ouais. prix à payer pour se désister. Donc, c'est un peu comme ça que ça fonctionne. Je sais que c'est beaucoup d'informations, puis ça peut être un peu mêlant, mais c'est pour ça que moi, je suis là, puis que Audrey est là, puis on peut vous aider, vous guider à travers toutes ces étapes-là. L'inspection. Oui, l'inspection, je le recommande dans toutes les maisons, même si c'est une nouvelle construction. Parce qu'on ne sait jamais, les nouveaux constructeurs, les maisons ici en Alberta, ça se construit vite, ça se construit. Il y a des maisons, les maisons sont construites en 5 mois. Hmm. Donc, ça va vite. Des fois, il y a des choses qui peuvent être oubliées. Il y a des petits...
comme j'avais fait, par exemple, une inspection d'une nouvelle maison, que mes clients n'étaient pas sûrs s'ils voulaient en faire une chance qu'on a fait une, la fournaise avait de la condensation, puis il y avait aussi une fuite de gaz. Donc, vous voyez, c'est des choses qu'on n'aurait pas pu voir à l'œil nu. Donc, l'importance d'une inspection. Donc, puisque c'est une condition, ça nous donne l'opportunité de retourner dans la maison, de vraiment inspecter tous les électroménagers. Les électros viennent avec les maisons ici en Alberta. On va regarder si tous les électros fonctionnent. L'inspecteur va faire fonctionner le lave-vaisselle, la douche. Il va monter sur le toit, il va aller dans le grenier. Vraiment tout vérifier les systèmes de la maison. Donc, ça dure de 2 à 3 heures, tout dépendant. Souvent, on va avoir deux inspecteurs un qui va faire l'extérieur, un qui va faire l'intérieur. Ça peut aller assez rapidement. Et le coût est minimum 500 mais ça peut aller jusqu'à 1000 ou même 1500 dans certains cas pour des propriétés rurales qui ont beaucoup de systèmes agriculturels ou quoi que ce soit. D'habitude, un rapport d'inspection peut être donné dans les heures après l'inspection mais au plus tard dans les prochains 24 heures. Mais moi, j'utilise des inspecteurs qui me donnent l'inspection après parce Hmm. qu'on veut que ça aille vite. Ouais, ouais. Donc, vraiment important de faire une inspection, je le recommande tout le temps. Puis aussi d'utiliser, ça c'est une autre partie, un bon inspecteur. Hmm. Donc, ça c'est l'inspection d'une maison en Alberta. Exact. Puis c'est particulièrement important, comme tu le disais tout à l'heure, d'autant qu'on n'a pas de déclaration du vendeur. Fait que là, Mhm. c'est... Exactement. Très important. OK. Côté financement, retour sur la partie mise de fonds. Donc, on parlait tout à l'heure justement du dépôt qui va être donc déduit de la mise de fonds si vous allez jusqu'au bout. La mise de fonds minimum, c'est les mêmes règles en Alberta qu'au Québec. Donc, c'est 5% pour de l'unifamilial ou du duplex, donc les deux logements qu'on va occuper. Pour un triplex ou un quadplex, ça va être 10%. Et pour un prêt conventionnel, donc soit un achat de plus que 1,5 million ou un achat locatif, c'est 20% minimum. Ce qui est important de garder en tête, c'est que ces pourcentages-là de 5%, c'est 5% du premier 500 000. Et tout ce qui Mhm. est au-dessus de 500 000, ça va passer à 10%. Donc, si j'achète une propriété de 1 million, je vais avoir 5% sur le premier 500, donc 25, et 10% sur le deuxième 500, donc 50, donc 75 000 à mettre en tout pour une mise de fonds pour une propriété de 1 million. Mais ça, il n'y a pas de différence entre les deux, entre les provinces. Euh, des différences qui vont avantager l'Alberta comparé au Québec, par exemple. Le premier, et non des moindres, c'est la taxe de mutation. Donc, pas de taxe de mutation, pas de taxe, l'équivalent de la taxe de bienvenue en Alberta. Donc, ça fait quand même une belle économie au niveau des frais de démarrage. Donc, Mhm. c'est vrai que quand se lance dans une transaction et qu'on a plusieurs frais de démarrage, on va les voir un peu plus loin, plus en détail, on a quand même des sous à sortir avant de signer chez l'avocat. Donc, en l'occurrence, le fait de ne pas avoir cette taxe de mutation-là facturée par l'Alberta, ça vient quand même, ça fait du bien au porte-monnaie, on va dire. Mhm. Euh, le fait aussi que globalement, pour les produits de consommation courante, on n'a pas de taxe provinciale, on a juste la TPS. Ça vient aussi jouer sur notre panier d'épicerie, on va dire ça comme ça. Et au niveau des impôts fonciers, donc tout ce qui est taxes municipales, on va le voir un peu plus en détail plus loin. Il y a quand même des grosses variabilités au sein de la province au niveau des différentes villes. Donc, dépendamment de la ville dans laquelle vous allez acheter, vous allez vous retrouver avec des taxes municipales qui peuvent être moins chères qu'au Québec ou pareillement chères ou même des fois un peu plus chères. Donc, prenez vraiment le temps de vous référer à la conférence qu'on a donnée sur les villes à ce niveau-là. Pour les premiers acheteurs, on va avoir des programmes spécifiques qui vont rentrer en ligne de compte. C'est des programmes qui sont généralement fédéraux. Donc, si vous êtes considéré comme premier acheteur au Canada,
vous pouvez alors dans ces cas-là prétendre à ces programmes-là en Alberta. Et effectivement, il y a eu plusieurs changements récemment et je vais en parler un peu plus en détail un peu plus loin. Ah, comparaison de l'offre d'achat, justement, on en Mhm. parlait hein, tout à l'heure, Vanessa, Mhm. c'est un point important là. Oui, puis en général, je vais dire qu'en Alberta, c'est beaucoup plus simple de faire une offre sur une maison. Les demandes sont plus souples. Souvent, les gens arrivent des autres provinces, puis ils font des offres et trouvent ça vraiment comme... Ils sont vraiment... Ils ont beaucoup de craintes par rapport à faire une offre, tandis que ici, moi, faire des offres, c'est comme... Je sais pas, c'est comme demander si if it's available on Marketplace. Tu sais, comme... C'est plate à dire, mais c'est comme ça ici. C'est beaucoup plus souple. Donc, c'est sûr qu'il y a ces désavantages côté quand tu représentes le vendeur, si les gens font des offres à tour de bras, puis il n'y a rien qui aboutit, c'est sûr que c'est décourageant. Mais ici, une fois qu'une offre est faite ici, c'est quand même assez simple de se rétracter d'une offre. C'est seulement un papier que moi j'envoie qui dit que les conditions n'ont pas été satisfaites. Donc, par exemple, si on fait une inspection puis que l'inspection est parfaite, même si vous décidez, OK, l'inspection est parfaite, mais j'ai plus le goût d'acheter cette maison-là. Ça nous arrive des fois qu'on n'a plus le goût, qu'on émotionnellement on vient détacher. Après avoir fait une inspection, on a vu tous les coins de la maison, puis on se rend compte que c'est pas la bonne maison pour nous. Même si l'inspection est parfaite, on peut se rétracter. Même si le financement est parfait, on peut se rétracter. Puis c'est moi qui ai le contrôle de tout ça, c'est moi qui communique avec l'autre agent, puis c'est un papier qu'on doit signer qui s'appelle un Non-Waiver of Conditions. Puis ça, c'est un papier légal qui dit qu'on cancelle la transaction, que votre dépôt vous est remis, puis que la vente ne va pas de l'avant. Tandis qu'au Québec, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui sont partagées. L'acheteur doit partager sa situation financière, ses papiers de Oui, banque, sa préapprobation, son approbation finale, le rapport d'inspection. Il y a beaucoup de choses qui est communiqué entre le vendeur et l'acheteur pour justement que le vendeur se sente vraiment en confiance de l'acheteur qui fait une offre sur sa maison, tandis que ici, c'est zéro comme ça. mm. Donc, côté vendeur, ça peut être un peu décourageant parce que justement, il n'y a aucune Il n'y a pas manière de de contrôle. savoir. Ouais. Mhm. Il n'y a aucune manière de savoir à 100% que l'acheteur qui fait l'offre est vraiment sérieux. Mm. Euh, mais du côté acheteur, ça peut être plus avantageux parce que justement, on peut faire une offre, garder une maison en suspens pendant un certain temps pour vraiment, tu sais, faire nos recherches. C'est pour ça qu'il y a des conditions d'inspection et de financement. Mais l'autre côté, le vendeur n'a pas besoin de savoir que l'inspection était parfaite puis que vous avez juste décidé que vous n'aimez plus la maison. Tu sais, c'est Ouais. vraiment pas de leurs affaires. Donc, encore là, vient un peu le côté plus conservateur de l'Alberta que, tu sais, les gens sont pas mêlés dans les autres affaires des gens. Ouais. Qui est, tu sais, ça peut être bon puis pas bon. Donc, C'est ça, hein, parce que finalement, ça fonctionne aussi beaucoup sur la confiance mhm, entre agents. Puis, mhm, si l'agent n'a pas forcément la preuve de financement, par exemple, dans le cas qui nous concerne, mais qui dit que la condition est élevée, bah, c'est comme mhm. ça. Mm. Ça offre plus de flexibilité. Je trouve que ça peut être moins stressant parce que souvent, tu sais, moi, j'ai jamais été agente immobilière au Québec. Donc, quand les gens viennent de d'autres provinces, de l'Est du Québec, de l'Ontario, Nouveau-Brunswick, ils viennent avec une certaine crainte quand on fait des offres que moi, je suis zéro habituée à ça. Mm. J'essaie de les guider là-dedans que non, vous pouvez faire une offre. Vous faites votre dépôt, il va être remboursable. Euh, vous pouvez vous désister, même si votre inspection passe. Parce que souvent, les gens me disaient, ben quoi si l'inspection passe pas ou passe? Mais c'est vraiment votre décision à vous, puis c'est moi qui Mm. crée un document qui cancelle la transaction. Ouais. Alors voilà. Ok, les frais de clôture. On en parlait tout à l'heure, puis on va rentrer un peu plus en détail là-dessus. Donc, il y a plusieurs frais de clôture. Pour rappel, ces frais de clôture ou ce qu'on appelle aussi frais de démarrage, ce qu'on
ce qu'il faut se rappeler, c'est que ces frais-là ne sont pas finançables. Donc, c'est quand même des frais que vous devez avancer, tout comme c'est le cas déjà au Québec, mais ils sont moins importants. Le premier, c'est le frais d'enregistrement. Alors, donc, c'est le frais d'avocat. Mhm. Comme on le disait tout à l'heure, en Alberta, ce sont les avocats qui vont transiger la transaction et donc on n'a pas de notaire. Le frais Mhm. d'avocat, il va y avoir le frais pour l'avocat, puis il va y avoir le frais d'enregistrement en fait de la propriété à proprement parler. Donc, c'est les cabinets qui vont facturer le montant qui vient par-dessus l'enregistrement. Donc, il y a une grosse variabilité au niveau des frais que ça peut couvrir. On peut avoir des frais aussi bas que 1 000 $ pour une transaction standard, mais ça peut aller jusqu'à 2 500 si jamais la transaction est un petit peu plus complexe. Donc, Mhm. renseignez-vous bien avant pour voir dans quelle tranche est-ce que vous vous situez. L'inspection, on en a déjà parlé tout à l'heure, c'est minimum 500 $. Puis si on est sur des grosses propriétés plus complexes, c'est pareil, ça peut monter un petit peu plus haut. L'évaluation, donc côté financement, le prêteur peut demander une évaluation de la valeur marchande de la propriété. Dans ces cas-là, ils vont mandater un évaluateur indépendant. Donc, ce n'est pas une personne qui travaille pour la banque qui fait votre financement, c'est vraiment une personne indépendante qui va venir déterminer si le prix d'achat sur lequel vous vous êtes entendu avec le vendeur par le biais des agents est un prix d'achat que eux ils estiment juste. Donc, dans des contextes de surenchère, ça arrive souvent. Mhm. Euh, et dans un contexte de non-surenchère, ça arrive aussi parce que Mhm. les créanciers veulent vraiment s'assurer qu'ils vont retrouver la valeur de leur gage en bout de ligne. Donc, c'est quelque chose qui va arriver pratiquement systématiquement quand on est sur un achat qui n'est pas assuré, donc avec 20% de mise de fonds ou plus. Quand on est sur une propriété qui est avec un financement assuré, c'est l'assureur qui fait la partie de l'évaluation, puis nous, on ne le sait pas vraiment parce qu'en fait, c'est tout géré par l'assureur. Mhm. Par contre, si on met 20% ou plus, ça va être facturé à l'acheteur par le créancier. Et généralement, c'est autour de 400 $, 500 $. Puis ça peut monter un peu plus si on est dans des régions plus éloignées. Ah, tu vois, ici en Alberta, une évaluation, je pense que c'est plus dans les 250. Mais ça dépend vraiment de OK. parce que, ouais, ça dépend des créanciers, puis ça dépend de. Parce que si on fait une évaluation par nous-mêmes, Mhm. en dehors du financement, c'est souvent moins cher. OK, Mais je quand on passe comprends. par le biais du créancier, on est Mhm. obligé de passer par des plateformes qui regroupent en fait plusieurs évaluateurs et donc forcément, ça fait grimper les prix un petit peu. Je vois. Mais puis je préfère toujours donner une enveloppe un peu plus élevée que pas, mais ouais, Mhm. faut s'attendre à avoir cette petite enveloppe-là à sortir. Par contre, si on est sur un prêt qui est assuré, donc on aura une prime d'assurance qui s'ajoute au montant du financement. Et au Québec, cette prime d'assurance-là, elle est taxable par la province. En Alberta, c'est pas taxable. Il n'y a pas de taxe provinciale, donc on n'a pas de taxes qui viennent s'ajouter à la prime d'assurance. La taxe de mutation, on l'a déjà dit tout à l'heure, pas de taxe de mutation, pas de taxe de bienvenue, donc ça fait quand même une sacrée économie parce qu'en moyenne, la taxe de bienvenue au Québec, c'est 1,3% du prix d'achat. Et là, c'est quand même intéressant de savoir qu'on n'aura pas ce frais-là à payer. L'assurance titre, c'est facultatif et c'est quelque chose que moi j'ai tendance à recommander systématiquement. En fonction du prix de la propriété et en fonction de l'avocat, le frais qui va vous être facturé, c'est généralement entre 150 et 400 $. C'est rarement plus, mais des fois, encore une fois, dépendamment de l'avocat, dépendamment de la complexité, de la taille de la propriété, ça, il peut y avoir des variabilités. Pour tout ce qui est taxes municipales, on en parlait tout à l'heure de dire que les taxes des villes qu'on paye à chaque année, il peut y avoir des villes où ça va être moins cher qu'au Québec, puis il va y avoir des villes où ça va être plus cher qu'au Québec. Donc là, on vous a redonné un exemple de ce qu'on avait communiqué il y a 2 semaines avec Vanessa sur, vous voyez, une maison qui est une valeur selon la ville, donc la valeur municipale de 500 000. On a ici des variabilités qui vont donc de 2 300 $ à Canmore Ouais. jusqu'à 6 000 $ à Grande Prairie. Donc, c'est vrai que il y a des gros changements par rapport à ça. Donc, quand vous magasinez vos maisons, regardez toujours cet aspect-là. Puis Vanessa va toujours aussi vous le pointer du doigt quand vous faites vos visites.
Alors, sur la partie hypothèque, on en parlait tout à l'heure justement des nouveautés. Je mets des guillemets parce qu'évidemment, il y en a qui sont plus tellement nouvelles, mais je le rappelle, et puis notamment pour tout ce qui est premier acheteur. Encore une fois, premier acheteur, c'est pour le Canada. Donc, si vous achetez votre première propriété en Alberta, mais que vous étiez propriétaire au Québec, vous n'êtes plus considéré premier acheteur. Donc, faites bien attention à ça. Pour la partie donc, des programmes de RAP et des parties de CELIAP, c'est ça, il faut jamais avoir été propriétaire auparavant au Canada pour pouvoir bénéficier de ces éléments-là. Au niveau des programmes premier achat pour les maisons neuves, vous avez vu passer les histoires de remboursement de TPS qui Mhm. peuvent être très intéressants pour tous ceux qui justement accèdent à la propriété. Et donc, l'Alberta fait partie de ce programme-là. Et que ça peut être très, très intéressant. Également, depuis le 15 décembre dernier, on peut acheter une propriété assurée jusqu'à 1,5 million. Avant, c'était 1 million. Et on peut maintenant aussi amortir sur 30 ans, même quand on a moins de 20% de mise de fonds, ce qui n'était pas le cas avant. Fait que ça permet aussi d'accéder à plus de propriétés quand on est premier acheteur à ce niveau-là. Le 30 ans, préassuré, c'est vraiment ces programmes premier acheteur seulement. Fait que si vous, c'est votre deuxième achat, vous voulez amortir sur 30 ans, et vous avez donc déjà acheté au Québec, vous n'êtes plus éligible là-dessus. Aussi, pour les renouvellements, donc on n'a plus de stress test, ça veut dire qu'on n'est plus obligé de majorer notre taux pour pouvoir faire une qualification du prêt quand on fait un renouvellement. Ça, je ne vais pas en parler parce que les taux hypothécaires, généralement, vous connaissez bien comment ça fonctionne, fait que je ne vais pas m'attarder là-dessus. Par contre, je vais juste vous représenter les taux qu'on a en ce moment. Donc ça, c'est des taux que je publie à peu près toutes les semaines sur mes réseaux sociaux. Ça, c'est les taux que j'ai publiés hier. Donc, vous pouvez voir que on a des taux planchers. Ça, c'est les taux planchers que je mets ici. Mais attention, là, sur la slide de droite, vous voyez les fourchettes de taux. Donc, on voit jusqu'à où ça va. Donc, le fixe 5 ans, le plus bas, c'est 3,99, mais ça peut aller jusqu'à 4,99. Le 3 ans, 3,94 jusqu'à 4,59. Le variable entre 4,20 et 4,65. Donc, on a des grosses variabilités. C'est hyper important de garder ça en tête parce que si on se base uniquement sur le taux plancher, on va faire nos calculs avec ça. Puis après ça, le jour où on doit transformer notre préapprobation en promesse d'achat, ben, on peut être surpris, surtout qu'en ce moment, les taux fixes sont à la hausse puisque les taux obligataires ont monté. Donc, tous les taux fixes ont tendance à monter en ce moment. Il commence à y avoir des taux promotionnels sur les fixes moyen terme, comme le 3 ans, Mm. parce que si dans 3 ans, finalement, on va arriver à la fin du terme du mandat de la présidence Trump. Donc, ils ont tendance à mettre en avant un petit peu ce terme-là. Et les variables, on a les taux directeurs qui diminuent. Donc, on s'attend encore à ce que le taux directeur continue de diminuer. Mais pour autant, les rabais sur le taux variable, eux aussi, ils s'amenuisent. Ce qui fait que comme j'ai mon rabais sur le variable qui diminue, mes taux directeurs qui diminuent, mais en fait, mon variable augmente en contrepartie. Fait que c'est Mm. un peu contre-intuitif. On a Mhm. l'impression qu'on se dit, bah, les taux directeurs diminuent, fait que tout diminue. C'est pas du tout le cas. On est vraiment sur une tendance inverse de hausse de taux. Donc vraiment, faites très attention à ça. Si vous êtes en période de recherche d'achat en ce moment, donc, je vous conseille de nous contacter pour qu'on vous gèle un taux et que vous soyez sûr que votre taux, si votre projet est comme pour bientôt, on vous gèle un taux pendant 6 mois et au moins vous êtes protégé des hausses de taux à venir. Les prévisions nationales, alors parfois on voit passer des communications et j'aime bien juste, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais j'aime bien juste mentionner, attention aux prévisions nationales. C'est des prévisions qui concernent toutes les provinces. Donc quand on a des chiffres et des tendances qui sortent là, ça ne s'applique pas forcément à la province que vous regardez. Donc c'est vraiment important de garder en tête que chaque province a ses spécificités. Et en effet, les chiffres nationaux sont souvent drivés par la Colombie-Britannique et l'Ontario qui représentent des pools très importants en termes de nombre de ventes, mais aussi en termes de prix de vente. Donc, tous les prix vont être tendance à être drivés à la hausse, alors que l'Alberta, en l'occurrence, est un foyer encore économiquement intéressant. Et donc, ça fait aussi que c'est la raison pour laquelle on se voit aujourd'hui. Il y a Mhm. beaucoup de gens qui veulent venir en Alberta pour cette raison-là, entre autres.
pour plein d'autres raisons aussi, mais entre autres. Donc, juste faites attention aux communications dans la presse qui concernent vraiment des tendances fédérales et non pas des tendances provinciales. Capacité d'emprunt, je ne vais pas passer beaucoup de temps non plus parce qu'on a déjà, ça fait déjà 1 heure et quart qu'on est là et donc ça va vite. Mais c'est vraiment pour vous montrer qu'avec un taux moyen en ce moment à 4,5 et un salaire familial de 100 000 par année, dépendamment de combien vous avez de côté dans vos épargnes, voilà les prix auxquels vous pouvez prétendre en termes de prix d'achat. Donc, si vous avez un 5%, 410 000, et si vous avez un 20%, 510 000. Donc, par rapport à ce qu'on a évoqué il y a 2 semaines avec Vanessa sur les prix, ben, on est à peu près dans les clous au niveau des prix d'achat, dépendamment des villes sur lesquelles vous voulez vous établir. Alors, acheter ou louer? Je vais juste faire un petit aparté là-dessus parce que c'est vraiment une question qui revient assez souvent. Des gens qui se disent, ben finalement, pourquoi est-ce que j'achèterais tout de suite? Est-ce que ça vaut pas la peine d'attendre un peu et de rester à loyer pendant quelques temps, puis voir pour acheter plus tard? Là, Vanessa et moi, on a fait l'exercice de comparer les deux. Donc, vous avez l'option de gauche qui est si je suis à loyer, puis l'option de droite qui est si j'achète. On a pris un exemple d'une propriété de 2 chambres à Calgary et on a comparé les deux scénarios. Fait que dans le scénario de la location, on est parti sur un loyer moyen à 1 900 avec une révision du loyer à 3% sur la deuxième année. Et on est parti du principe qu'on avait 80 000 $ en épargne qu'on garde placé à 5% sur un compte classique. Donc, en tout, au bout de 2 ans, ça nous a coûté 41 000 quand on fait le prix des loyers et qu'on soustrait les rendements du 80 000 qu'on aurait placé avec les intérêts. De l'autre côté, si on achète une propriété de 400 000, on a notre 80 000, donc on injecte dans notre mise de fonds. Mhm. La mensualité hypothécaire, donc ça va être 1 771. On rajoute les taxes annuelles pour cette fameuse propriété à Calgary. En l'occurrence, c'était 2 675. J'ajoute les frais de démarrage, donc les avocats, l'évaluation, l'inspection. La maison, on part du principe qu'elle va prendre de la valeur à raison de 2% par an. Donc, en bout de ligne, ça nous rapporte 19 000 $ de plus que le scénario numéro un. Mhm. Donc déjà, au bout de 2 ans, on voit qu'on est quand même plus avantageux dans l'option de l'achat quand on compare à l'option de la location. Ce qui veut dire qu'évidemment, plus on attend, plus ce scénario de l'achat va devenir rentable. Et honnêtement, pour avoir fait ce scénario-là très, très souvent, quand je compare avec le Québec, au bout de 2 ans, au Québec, à cause des frais de démarrage, à cause des commissions diverses et variées et des autres taxes, ben, au bout de 2 ans, on est généralement à peu près flush d'entre les deux options. Donc, à partir de 3 ans, euh, on devient, euh, Mhm. on devient avantagé dans l'option de l'achat, mais aux 2 ans, on est flush. Alors que là, quand on regarde l'Alberta, on est déjà rentable à l'achat dès 2 ans, ce qui est comme vraiment, vraiment intéressant. Mhm. Ah, on a un super programme aussi dont tu voulais parler. Oui, j'offre un programme Rent to Own. Il y a beaucoup de gens qui me parlent de ça. C'est une autre option si vous pouvez peut-être pas vous faire approuver pour une hypothèque tout de suite. Que ça soit votre crédit ou certaines situations de vie qui ne vous permettent pas d'avoir une hypothèque maintenant, vous pouvez appliquer pour le programme qui est partenaire avec moi qui s'appelle Requity. Donc, ils ont un site web, vous pouvez regarder des vidéos. J'ai un lien aussi pour mon portail pour que vous appliquiez. Donc, vous travaillez quand même avec Audrey pour votre hypothèque, mais c'est au cours des peut-être au cours de 3 ans. Donc, ce programme-là, c'est vraiment Requity vous aide à acheter une propriété, vous la louez de Requity, puis vous accumulez un dépôt qui va vous permettre à la fin de tout d'acheter la maison que vous louez au prix qu'elle a été achetée au début. Donc, le processus, comment ça fonctionne? Tu sais, il y a quand même beaucoup de choses qui font partie de ce processus-là, mais ça commence avec une application et approbation avec Requity. Moi, je vous fournis le lien.
Recruity vous approuve, vous donne un certain montant. Ensuite, vous revenez vers moi euh, pour faire votre recherche de maison de rêve. Donc, on trouve la maison, on fait une offre comme dans le processus normal, mais c'est Requity, la compagnie, qui achète la maison. Donc, vous déménagez, vous louez pendant 2 à 3 ans à la fin du terme de 2 à 3 ans. C'est vraiment une solution à court terme. Puis, entre-temps, vous travaillez avec Audrey pour vraiment une solution de travailler sur votre crédit, de travailler sur votre dossier hypothécaire pour que justement, après les 3 ans, Audrey peut dire, OK, vous pouvez acheter cette maison-là au prix qui a été acheté au début. Et en plus, vous avez accumulé avec le programme Requity une mise de fonds. Donc, ça peut être vraiment intéressant. Il y a des pour et des contre qu'on pourrait vraiment plus discuter en profondeur, mais ce programme-là est disponible si ça vous intéresse. Désolée, je cherchais mon bouton on mute. Donc, je ne vais pas rentrer dans le détail de ça non plus. C'est aussi une slide qu'on a présentée pour les maisons et pour les condos en fonction des villes. Donc, vous pourrez aller regarder plus en détail, soit ici en replay, soit sur la conférence qu'on a donnée la dernière fois. Mais en gros, ça présente quel salaire annuel vous avez besoin de faire pour vous acheter une maison ou un condo moyen en fonction des prix moyens des différentes villes qu'on avait présentées ensemble il y a 2 semaines. Euh, c'est la fin de la conférence. Donc là, ici, vous voyez juste un document que moi, je partage avec vous lorsque on rentre en contact. Ça vous permet d'avoir les différentes étapes au niveau du prêt hypothécaire. Et ensuite, je sais que voilà, Vanessa, elle a aussi des choses à partager. Oui, mais ça, c'est un peu, ça, c'est le marketing que je fais moi-même pour certaines propriétés. Donc, j'ai fait le new listing, c'était une maison que j'ai mis à vendre. C'est moi qui a créé le post, tout le créatif qui va derrière ça. Même chose avec ma fiche achat ou vente de maison en Alberta, que vous avez sûrement vu passer sur les groupes francophones sur Facebook. Même chose avec Just Sold, c'est une maison que je viens de vendre justement à un couple québécois qui, ça faisait 3 ans qu'ils étaient par ici. Ils ont acheté ce duplex-là avec moi. Ils sont repartis aux sources et puis je l'ai vendu pour eux. Donc, c'est juste pour vous donner un aperçu du travail que moi je fais de mon côté, que ça soit de vous guider ou que ça soit visuellement. Super. Alors, ça va être le temps de poser vos questions, donc le temps que j'ouvre le micro. Alors, je sais que on a quand même pas mal dépassé le temps. On avait Oui. dit 1 heure, ça fait 1h20, mais c'est sûr qu'il y a tellement, tellement de choses à dire. Mhm. C'est hyper utile. Puis, je sais qu'il y avait vraiment beaucoup de gens qui attendaient cette conférence avec impatience. Puis, tout le monde n'a pas pu être présent en live, mais je sais qu'on va probablement avoir des questions qui vont arriver a posteriori. D'ailleurs, je Mhm. vais tout de suite mettre voilà, nos codes QR à l'écran. Comme ça, si vous avez besoin de nous contacter, vous pouvez juste scanner les codes QR. Et pendant ce temps-là, je vais donc ouvrir le chat pour les questions. Donc, pour les personnes qui sont en ligne ou les personnes qui sont dans le Facebook Live, c'est le Mhm. moment pour poser vos questions. Alors, on en a eu une qui était posée tout à l'heure. Donc, je vais OK. te la lire. C'est pour toi, Vanessa. La question était par rapport à l'inspection. OK. La personne se demandait donc de confirmer que si le rapport n'est pas satisfaisant, et on en parlait tout à l'heure, donc ça veut dire qu'on n'est même pas obligé de mettre au courant le vendeur de la raison pour laquelle on trouve que c'est pas satisfaisant. Exactement. Les directions viennent de vous, de l'acheteur en tant que tel. Puis, vous pouvez choisir de ne pas partager cette information-là. Vous pouvez choisir de ne pas partager le rapport d'inspection ou même les détails du pourquoi. C'est sûr que c'est frustrant pour l'autre côté, mais vous êtes dans le droit de vraiment rien donner, aucun détail par rapport aux raisons pour lesquelles vous décidez de vous désister. Ouais, c'est ça, c'est ce que tu disais tout à l'heure. Aussi, ça peut être frustrant, mais ça peut être aussi un avantage justement de ne pas avoir besoin de rentrer dans tous ces éléments-là qui restent finalement confidentiels, puis des choses qui sont partagées avec toi en tant que représentante des acheteurs, mais pas nécessairement avec le représentant du vendeur. Oui, puis souvent, ça peut être des sujets assez privés. Tu sais, il y a des gens qui vont aller faire des inspections de maison, puis il y a peut-être des aspects religieux ou spirituels qui sont personnels à eux, qui veulent pas nécessairement
partager ou Partagé. avoir du jugement envers ces choix-là. Donc, je pense Mm. que c'est quand même un bon aspect de comment c'est fait ici en Alberta, que tu n'as pas besoin de vraiment tout dire. Le monde n'a pas besoin Ouais, de tout savoir, hein? exact. Bon, bah écoute, j'ai l'impression qu'on n'a pas d'autres questions. Ça a été tellement clair que les gens n'ont pas de questions. Yay! Donc, écoutez, il nous reste juste à vous remercier tous pour votre présence aujourd'hui. Si jamais vous regardez ce lien en replay, bah, n'hésitez pas à nous contacter pour votre dossier personnel. Ça va nous faire plaisir, Vanessa et moi, de vous Mm. accompagner et de vous aider là-dessus. Merci beaucoup tout le Merci monde. beaucoup tout le monde. Bonne journée. Au revoir, bonne Bye. journée. Bye.